Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc, vous avez entendu Pipo, bien sûr, Oui, qui a fait ses vocalises. Alors, peut-être vous l'entendrez, il va nous accompagner sur tout ce Balance ton live. ce qui est possible. Voilà. Mais il donne de sa voix. C'est ça, il veut se faire entendre aussi, il veut donner son opinion. C'est ça. Il donne le meilleur de lui. C'est ça. Donc, bienvenue au café du coin, C'est ça. au salon de thé, Au Gazette Café. au Gazette Café. Non, mais bienvenue sur Balance ton live. Comme d'habitude, nous nous retrouvons. Et aujourd'hui, c'était un enregistrement qu'on vous fait avec Annick sur la thématique de... La digestion. C'était incroyable. Qui est dans la continuité de ce qu'on a fait Sur le pourquoi je mange. sur le pourquoi je mange et les nutriments, bien C'est sûr. ça. Donc, on va vous partager le petit écran. Hop là, et hop. Et comme je le disais, nous sommes toujours en compagnie de Danique, patiente éducatrice, préparatrice mentale et présidente des deux associations. Et Laure Cabanero, enseignante en activité physique adaptée et un master du management du tourisme sportif. C'est ça. Voilà, des fois, on change d'image. Ouais, des fois. Ouais. Moi, je crois que je change pas, si. Non, toi, non. Non, parce que l'autre, je l'aime pas. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et le petit, Petit bonhomme, toujours son nom. C'est ça, on va y arriver à le trouver. C'est ça. Et nous attaquons par expliquer une définition bête et classique De la de digestion. la digestion. Ce qui n'est pas beau, ce petit ventre. C'est En fait, je l'ai pris juste parce qu'il y avait une marguerite. c'est ça, hein. J'aimais les marguerites. C'est l'essentiel et là-dedans aussi. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Et les marguerites, c'est en prendre soin. Il faut que ça soit sain. Et si vous êtes sage, je vous montrerai la plus belle photo de marguerite que j'ai sur mon téléphone. Et oui, Et oui, c'est une très belle je marguerite. pense que vous n'allez pas être assez sage. Et voilà, c'est ça. Elle est magnifique. Donc, du coup, la digestion, c'est l'ensemble des organes dont la fonction et la transformation des aliments, leur assimilation et leur absorption dans l'organisme. C'est ça. Donc, c'est un mécanisme qui est quand même bien fait. Et je pense que c'est important qu'on comprenne, parce que pour moi, ça a été important de comprendre comment je devais manger et pourquoi il était important de manger comme ça. Parce qu'en fin de compte, votre appareil digestif, si vous n'en prenez pas soin, et bien après, vous allez voir que vous allez avoir des complications, mais des complications qui peuvent être d'une simple complication jusqu'à des complications qui sont très, très importantes. Donc, c'est vous interpeller sur comment on mange déjà et quelle est après la suite de l'aliment. Et on ne va pas vous faire un cours d'anatomie. C'est vraiment quelque chose qui est important, je pense, de comprendre, parce qu'on est un peu les garants de notre état de santé, et on est les garants de notre intérieur aussi et de nos organes. Et c'est de comprendre aussi les éléments qu'on nous dit quand on va chez un gastro ou quoi, de comprendre de quoi il nous parle et de où il nous parle. Et voilà, c'est comme tu dis, c'est pas un cours d'anatomie juste pur et dur de vous dire il faut retenir ça, ça. Non, c'est juste de savoir, voilà. Peut-être que ça va comment ça s'appelle, vous interpeller sur des choses qu'on vous a déjà dit, et peut-être que ça permettra aussi que vous compreniez mieux sur certains points. Et que vous êtes garant même de votre intérieur, en fait. L'intérieur de votre corps, en fonction de votre mode de vie, en fonction de votre façon de faire, et là, notamment de manger, eh bien, ça va entraîner des désagréments, des fois, où vous n'êtes pas forcément conscient que ces désagréments peuvent venir tout simplement d'une mauvaise mastication ou de quelque chose qui se passe dans justement tout ce circuit, en fait. Et vous verrez que ce circuit, c'est quelque chose qui est bien organisé. Ouais. Chaque chose a son rôle. Donc, on va essayer de vous expliquer tout ça avec l'autre. C'est ça. Et donc, la digestion, c'est aussi digérer les aliments pour fournir à son organisme les nutriments nécessaires à son fonctionnement. Et c'est ce qu'on vous a dit, justement, dans l'émission sur les nutriments. C'est ça. Mon Dieu. On a fait toute une suite logique. Et donc, il y a des présences d'organes, comme c'était marqué. Exactement, pardon. Excusez-moi. Donc, justement, la présence de ces organes, eh ben, on va vous la montrer ici, donc, dans ce qu'on appelle le tube digestif. Donc, vous avez la bouche, l'œsophage,
le foie, l'estomac, le pancréas, ou pancréas, ça dépend des gens qui le disent, C'est ça. le gros intestin et l'intestin grêle. Et est-ce qu'on voit la souris? Voilà, ici. Et là, vous avez la Super. vésicule biliaire. Et c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, la vésicule biliaire. Non, parce qu'on dit qu'elle n'est pas importante parce qu'on l'enlève, mais elle a un rôle certain. Donc après, quand on enlève la vésicule, c'est sûr qu'on peut vivre sans, mais elle a un rôle dans justement l'assimilation, surtout des graisses. Et après, en bas, vous avez le rectum, l'anus, et voilà. C'est ça. Et on est arrivé. On est arrivé. On est arrivé à bon port. Donc, du trou du haut et du trou du bas. Et vous allez voir que de ce trou, voilà. Et donc, on va voir ça organe par organe, si vous le voulez bien, et surtout fonctionnement par fonctionnement. C'est ça. Donc, il y a 4 étapes essentielles à la digestion. Qu'est-ce que t'en dis? Magnifique. Et j'ai trouvé ça pas mal. Hein, c'est magnifique. Bon, après, c'est pas non plus, ça reste quand même un squelette. Mais Oui, mais ça explique bien comment ça se passe, la mastication et tout ce qui se met en œuvre. Voilà. Parce que quand on mâche, on se dit... bon, ça, c'est juste mes dents. Voilà, il faut mâcher, parce qu'on nous dit qu'il faut mâcher. Et vous allez voir que la mastication est importante. Et la mastication est la première étape de la digestion. Et la mastication aussi, quand on vous parlait de faim et de satiété, va être la première étape qui va envoyer au cerveau la sensation, le phénomène de satiété pour qu'il arrive. Donc, cette mastication, elle n'est pas à négliger. Et surtout, vous allez voir qu'il y a des choses dans votre bouche, je pense. Donc, quand vous mettez un aliment à votre bouche, votre aliment, il arrive dans votre bouche et tout ce que leur a marqué, les dents, les joues, les lèvres et la langue ont un rôle. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit aussi, les personnes qui ont une mauvaise dentition, bien sûr, elles auront moins de facilité à avoir une bonne mastication. Donc, si vous avez une mauvaise dentition et que vous avez, parce que ça coûte cher aussi de se refaire faire les dents, vous pouvez essayer de manger des choses qui sont beaucoup plus molles pour que justement la mastication se fasse mieux et qu'après ça n'empiète pas sur tout le reste. C'est ça. Donc la mastication, c'est la préparation. Exact. C'est le first. Voilà. Le premier. Et donc, à chaque fois, on vous a mis un petit truc qui est relevé d'une couleur extraordinaire. Hein. C'est quand même un élément important et pour comprendre pourquoi c'est important. Donc, il y a la sécrétion de la salive. Tout à fait. Mais la salive, c'est pas de la salive comme naturellement, puisqu'il y a 2 sortes de salive. Donc, il y a la salive qui produit à l'avant, c'est celle qui est produite à l'avant de la bouche, destinée à humidifier la bouche et les aliments. Et il y en a une deuxième, c'est celle produite au fond de la bouche, plus visqueuse, destinée à lubrifier leur passage. C'est pourquoi il est très important de mâcher, de prendre le temps de mâcher pour que cette salive se fasse, se produise et que vous ayez plus de facilité à le passer dans le gosier. Et c'est pour ça que sur le fond, c'est des sucs salivaires qui vont faire un phénomène de transformation déjà et qui va préparer tout ce que vous avez dans votre bouche, qui va préparer justement à la descente après et qui va aller dans le bol alimentaire. Mais en fait, c'est que les sucres, ils sont tellement... Je crois que c'est acide, non, les sucres. C'est ça. Voilà, c'est acide que ça transforme le goût, mais ça fait ressortir les saveurs de certains aliments. Oui, et en plus de ça, ça agit sur justement arriver, parce que là, vous avez un aliment, et après, quand il va entrer en phénomène de décomposition, ils vont arriver en bol alimentaire et puis après en nutriments. Donc, dans tout ce parcours, ils vont rencontrer des choses, des enzymes ou plein de choses qui va faire cette étape supplémentaire. Donc, la mastication par les dents, les joues jouent un rôle aussi parce qu'elle va justement vous permettre de bloquer les aliments, la bouche et la langue aussi, qui va vous permettre après de pouvoir avaler en fait. Donc tout ça,
c'est quelque chose qui est important. Et on vous dit, alors ne comptez pas, mais on vous dit que une bonne mastication, c'est quand vous sentez que dans votre bouche, tout est mis en bouillie. Et là, vous pouvez avaler. Ou sinon, il y en a qui parlent de faire au moins 10 mastications ou 15 mastications. Mais ce temps-là est important parce que vous comprenez bien que si les aliments, en haut, qu'est-ce qui va faire la mastication? Les dents, elles vont broyer. Voilà, elles vont broyer. Donc, elles vont broyer les aliments, elles vont déchirer plein de choses et ça va couper en fait. Est-ce que si on va plus bas, avant de parler de l'œsophage, si on va dans l'estomac, est-ce que vous pensez que dans l'estomac, il y a des dents? Donc, est-ce que s'il y en a, c'est que vous les avez avalées, donc ça voilà. Donc, vraiment, la mastication, ça va permettre de déchirer tous les fibres et de faire en sorte que ces aliments se transforment en bouillie. Et ça, c'est les dents qui peuvent le faire. Si vous avalez tout de go, en fait, eh bien, vous vous rendrez compte, et ça, vous pouvez voir l'expérience. Hein. Ça se fait beaucoup quand on ne mange pas bien, ou des maïs, ou des choses comme ça. Vous allez carrément voir dans vos selles l'aliment complet, en fait. Et ça va mettre à mal et ça va fatiguer votre estomac parce qu'il va jouer un rôle qu'il n'a pas à jouer, en fait. Donc ça, c'est important de ne pas négliger ce temps de mastication et de voir qu'en fin de compte, tout ce processus va préparer à une bonne digestion et va mettre tout votre appareil digestif dans un bon fonctionnement. Et en plus de ça, ça évite les ballonnements. Du coup, la mastication évite les ballonnements. Et la salive, donc le fait de sécréter beaucoup plus de salive et donc les enzymes aussi qui vont avec, donc les sucs qui vont avec, et bien ça permet d'avoir moins de plaques dentaires. Oui. Oui. T'es pas au courant? Si. Figurez-vous. Et voilà. Donc là, on est sur la bouche et puis après la langue va faire la dégradation. La salive a un rôle de diluant, comme disait Lolotte. Elle peut commencer la dégradation chimique de l'amidon et des aliments grâce aux enzymes. Et ces enzymes-là s'appellent l'amylase. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Donc après la déglutition, donc la langue va envoyer vers l'œsophage qui chemineront grâce aux zones de contraction musculaire jusqu'à l'estomac. Donc l'œsophage, je ne sais pas si tu l'as bien dessiné. Après, c'est la déglutition. Alors, l'œsophage, il est là, mais si on revient sur le dessin d'avant, voilà. Là, vous voyez la souris, je pense. Donc ça, c'est tout ce qui est appareil digestif. Mais là, à ce niveau-là, vous avez l'appareil digestif et derrière, vous avez l'appareil respiratoire. Donc là, vous avez deux trachées, en fait. Donc, quand c'est pour manger, ça doit passer par là. Et quand, des fois, il y a des fausses routes, ça passe dans l'autre partie et ça passe dans la partie de la trachée et de la respiration. Donc là, quand ça passe dans l'œsophage, donc qui est l'appareil digestif, c'est juste un canal qui sert de transition, qui va amener tout ce qui est broyé au niveau de la bouche et qui va amener jusqu'à l'estomac. Donc après, je vais remettre ce cher dessin. Donc là, en fait, on ne le voit pas. Du coup, on le voit pas, mais on l'imagine bien étant dans le prolongement ici. Ici. Voilà. Donc là, ça prolonge et c'est vers le bas. Et en fait, après, il y a quand ça arrive à la respiration, quand le cerveau comprend que c'est quelque chose qui va être envoyé par la bouche, le clapet, il y a un clapet qui se ferme, ça envoie là, pour permettre justement, et des fois, d'éviter la fausse route. Voilà. Mais des fois, en fait, ce clapet ne comprend pas l'information qu'on lui envoie, et donc, boum. Voilà, ça s'en va là-bas, et là... Il est trop drôle, tu as vu ? Et là, vous allez commencer un peu à vous étouffer. Et puis, ce n'est pas forcément agréable. Hein. Non. Et puis, il peut y avoir des choses qui sont graves après, entraîner des infections pulmonaires, parce que si le bol alimentaire va dans l'appareil respiratoire, eh bien, on n'est pas très bien. Vous doutez bien que ce n'est pas sa place, quoi. Voilà. Donc, la déglutition. Le phénomène de déglutition. Donc, la déglutition. Et après, nous arrivons à l'autre étape
qui arrive dans l'estomac. C'est ça. Voilà. Donc, juste la déglutition, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est qu'il y a plusieurs étapes dans la déglutition. Il y a la phase numéro 1, qui est la phase de préparation orale. Donc, ça, c'est les éléments qui sont mâchés et salivés au niveau de la bouche, du coup, et qui, du coup, forment ce qu'on appelle le bol alimentaire. Qui va descendre après dans l'estomac. Exactement. Et donc, la phase orale, ça, c'est donc l'envoi de la langue des aliments vers l'œsophage, dans la gorge et après l'œsophage. Ensuite, la phase pharyngienne, donc celle-là, c'est celle qu'Annick vous parlait. Donc, c'est le passage derrière la gorge, là, ici, vous le voyez ici, et qui choisit le conduit, le bon conduit, qui est l'œsophage, enfin, qui amène à l'œsophage. Et ensuite, donc cette phase, elle dure entre 1 et 10 secondes. C'est rapide. C'est rapide quand même. Hein. Et la phase œsophagienne, donc là, c'est le bol alimentaire qui passe de l'œsophage à l'estomac. Et là, c'est ce que a marqué Laure. Oui. Là, il y a un sphincter. Le sphincter. Donc, je ne sais pas si le sphincter, on va le revoir. Non, je crois qu'après. Peut-être on retourne sur le premier. Donc. Parce que là, on ne le verra pas. Je ne l'ai pas mis. Là, en fait, schématiquement, là, vous avez la fin de l'œsophage. Et là, vous avez un sphincter qui s'appelle le pylore. Cardia ou pylore? Le pylore, il est en bas, le cardia, il est en haut. Non? Si, je crois que c'est ça. C'est ça. Donc, je crois que c'est le cardia. C'est le cardia. Donc, le cardia, c'est une clapée. Laure vérifie. Le cardia, c'est une clapée qui va voir que, justement, dans ces 15 secondes, il va comprendre le cardia. que c'est le cardia. Il va comprendre que le bol alimentaire arrive, donc ce clapet va s'ouvrir. Le clapet va s'ouvrir et va aller dans l'estomac. À la fin de l'estomac, on vous en parlera tout à l'heure aussi, à la fin de l'estomac, pour que justement l'estomac puisse faire son travail, il y a un autre sphincter qui s'appelle le pylore. Voilà. Et qui est au début du duodénum, parce que là, sur le dessin, le duodénum n'est pas marqué, mais à la fin de l'estomac, il y a le duodénum qui fait après la transition et qui part après dans l'intestin. Donc, le cardia s'ouvre et va aller dans l'estomac où il va y avoir des sucs gastriques aussi, mais pas que, puisque justement le pancréas va envoyer aussi des sucs. En fait, tout ce qui est, vous voyez, tout ce qui est dans là cette région. a un rôle à jouer. Donc, hop, là, ça se ferme. Et là aussi, donc en fait, le bol alimentaire est emprisonné dans ce ballon. Oui, ce ballon qui est l'estomac. Et on dit que la bouche, c'est la mastication. Et qu'est-ce que fait l'estomac? Je le fais bien, hein? Oui. Et... Alors, non, ça. Donc, il malaxe. Ah, voilà, il malaxe. Donc, en fait, Et c'est qui fait ça, là, comme ça? On l'a vu. Ça, c'est un Inde. Et pile. C'est ma Becky qui fait ça, son morito. Dans son tube punch. Donc là, et après, puisque je ne vais pas revenir sur ce dessin, il faut savoir qu'après, on vous parlera des complications, mais des fois, ce cardia, alors des fois, chez les nouveau-nés, il reste ouvert, le clapet reste ouvert, donc en fait, tout ce qui va être là va remonter, et donc ça va envoyer des reflux, et en fait, ça va être, on peut opérer de ça, et puis en plus de ça, des fois, le cardia ne se referme pas trop, et puis après, si vous êtes allongé, ou si vous mangez, vous allongez de suite, ou si justement vous avez une mauvaise alimentation, ou si vous avez du stress, l'acidité va remonter et va vous créer des reflux gastro-œsophagiens. Parce que ce cardia, il va laisser passer et se ferme pas. Alors, il n'y a pas toujours de solution chirurgicale à avoir, mais parfois, ce clapet ne fonctionne pas bien. Et par contre, quand après, il y a des vomissements, c'est-à-dire que là, ça ne peut plus rester. Le clapet s'ouvre, ça remonte et ça ressort en fait. Donc, les vomissements, c'est un mécanisme de notre corps pour faire voir que là, ça ne va pas. Donc, hop,
tout se remet en marche arrière. Et en fait, et vous voyez que des fois, après, quand vous faites des efforts, vous avez de l'acidité qui ressort. remonte. Donc, vous voyez que ça repart de l'estomac. Donc, nous sommes au petit estomac. Est-ce qu'il n'est pas trop chouette? Si. Et en plus, ça fait, tu vois... La séparation. Ouais. Je trouve top. Donc, pour l'estomac, c'est toute une organisation. Oui. C'est ça. Puisque, comme disait Yannick, il y a une rétention du bol alimentaire au sein même de l'estomac. Mais à l'intérieur, il y a une dégradation chimique des aliments avec l'intervention justement des sucs gastriques à l'intérieur qui vont modifier et transformer l'alimentation. Il y a la digestion des protéines. Donc, on sort les protéines de ce bol alimentaire pour pouvoir les digérer. Il y a l'absorption des vitamines, et notamment la B12, qui est... c'était la B12, c'est quoi pour les... Alors, Je sais plus, la B12. Les vitamines, Ah oui, c'est plus sur le... Oui, la B12, parce qu'après les autres vitamines, ça se fait sur l'intestin. Voilà, mais la B12, elle est particulière et elle est indispensable dans la maturation des globules rouges. C'est ça, et c'est pour ça que quand on est opéré de chirurgie bariatrique, bien souvent on a une carence en B12, parce qu'il y a eu une modification au niveau de l'estomac. C'est ça. Et ensuite, il y a la dégradation du coup du bol alimentaire. C'est ça. Voilà. Et on arrive à la transformation du bol alimentaire en liquide qui s'appelle le chyme. Et par contre, ce chyme arrive parce qu'il y a deux enzymes qui sont importantes, la pepsine et la présure. Donc ça, c'est les deux enzymes qui se trouvent dans votre estomac et qui va justement dégrader ce bol alimentaire en nutriments et qui va y avoir, si, on peut le voir là, le pylore quelque part. Ah, là, oui. Vous avez le cardia et là, vous avez le pylore au bout de sa queue là. Et ça, c'est le duodénum. Ouais. Donc là, quand tout est fait et que l'estomac a fait son action, le pylore va s'ouvrir et ça va partir dans le duodénum. En fait, il est bien. Ah oui, c'est ça. Bon, votre estomac n'a pas de main, je vous assure, ni de pied. C'est pour ça que justement, il est important de voir que la dégradation de ces aliments, elle peut se faire dans des bonnes conditions si justement le bol alimentaire arrive dans des bonnes conditions. Parce qu'après, le fait de malaxer la dégradation de toutes ces enzymes qui vont se mettre en place pour que justement il y ait une bonne assimilation après, et ça va mettre à mal déjà votre estomac, il va travailler d'une mauvaise manière, donc vous allez le fatiguer. Donc après, il peut y avoir plein de choses qui se font à l'intérieur de votre estomac. Donc c'est important de se rendre compte que vous êtes garant de ça. Et puis après, si on parle de juste 30 secondes des personnes qui sont opérées de chirurgie et qui sont surtout avec une sleeve, donc c'est quand on enlève les 2/3 de l'estomac et qu'on se retrouve avec ça, vous voyez que le processus est le même. Sauf que la grandeur du bol alimentaire n'est pas le même. Il est réduit. Donc vous voyez bien que pourquoi on vous dit de bien mâcher et pourquoi on vous dit de manger en plus petite quantité, parce que ce n'est pas possible de rentrer dans cette grandeur-là, un bol alimentaire. Alors au début, on vous parle d'un pot de yaourt. Mais après, par contre, l'estomac, c'est un muscle. Donc, plus vous allez forcer sur les parois et plus vous allez y amener. Et en fait, après, le muscle va se distendre comme tous les muscles, en fait. Plus vous allez lui demander... Et au lieu d'éclater, en fait, il va s'agrandir. Donc ça, c'est super important de voir. Et il n'y a pas de... Quand j'en parlais avec les chirurgiens, quand on dit un estomac, il a une forme, enfin, comme il fait en dimension, on n'a pas tous le même estomac. C'est pour ça que quand ils opèrent de chirurgie, ils ont un calibre. Et après, on ne sait pas combien on enlève d'estomac, en fait. Mais après, il faut savoir... C'est ça qu'il faut quand même, parce que tu te pointes en fait, ils se pointent à la chirurgie sans savoir plus ou moins combien ils vont t'enlever.
De toute façon, ce n'est pas important parce que là, c'est dans l'antre, c'est ce qu'il Oui, disait. ils ont le calibre qui là, définit voilà, plus ou c'est moins là qu'ils vont ouais. enlever cette partie et ils ont un calibre qui passe là. Et après, eux, ils coupent en fonction de ce calibre-là, en fait. Et après, Ah, d'accord, c'est le calibre est fait sur la partie qui va rester, en fait. Voilà. Ah, ok. Là, le calibrage, il se fait ça. Et après, peu importe la partie qu'on enlève, en fait. Ah oui, d'accord. Ok, j'avais pas compris ça. Moi, je croyais que malgré, même s'il y avait des calibres, il faisait quand même par rapport à la grosseur, en fait, directe. Non. Ah, c'est pour ça que je me dis, mais c'est chaud quand même. Il y a toujours un calibrage qui est fait. Ce calibrage, il est en fonction des équipes, mais maintenant, quand même, il y a un consensus. Et en fait, à partir du calibre qui est posé, l'agrafage se fait là et on retire la partie d'estomac. Mais on ne sait pas combien on va retirer par rapport à chaque patient. Parce que l'estomac, il est différent chez chaque patient. Et après, vous avez un examen qui est la volumétrie qu'on peut faire pour voir quel est le volume de l'estomac. Mais ça serait intéressant, c'est de savoir quel est le volume de l'estomac qui vous reste, et puis après, voir peut-être après une chirurgie, refaire une volumétrie pour voir combien ça... Mais il faut avoir des chiffres comparatifs. Si c'est pour faire une volumétrie sans avoir de comparaison, ce n'est pas forcément intéressant. Mais c'est pour ça que votre estomac, là, qui a été coupé, il est encore plus fragilisé. Et ne lui demandez pas un travail. Et c'est aussi pour ça que les vomissements, ce n'est pas naturel. C'est-à-dire que si jamais vous vomissez, c'est-à-dire que vous allez trop surcharger et que là, à un moment donné, ça ne va plus pouvoir descendre. Mais le clapet ne se ferme plus. Donc voilà, et ça va remonter en fait. Et puis, vous pouvez avoir des grosses douleurs. Si vous ne mangez pas bien, il peut y avoir des grosses douleurs, mais même des personnes qui ne sont pas opérées. Ah, oui. Quand vous mangez quelque chose et que vous l'avalez un peu trop gros, vous sentez que ça a du mal à passer parce que l'œsophage, il n'a pas un calibre d'un steak haché. Donc, vous sentez que ça va vous faire mal là, ça va vous faire mal à l'estomac et vous allez le sentir. Vous me permettez 3 secondes, s'il vous plaît? Parce que alors celle-là, elle est pas mal quand même. Hein. Il faut la noter. Steak haché. Nous revenons parce que nous avons toujours des problèmes de connexion. C'est ça, j'espère juste que ça passe. Donc, la régulation de l'écoulement des aliments qui sont broyés, comme vous disiez Laure, avec des sucres liquéfiés, vont se diriger vers l'intestin et effectués par la fermeture du pylore. Ils vont se retrouver dans, justement, dans le... Oui, le duodénum. Merci beaucoup. Qui va faire justement le passage. Par contre, il s'agit d'une vanne qui est contrôlée par le centre nerveux. Si les repas est riche et copieux, l'écoulement sera très lent afin d'éviter la surcharge au niveau de l'intestin. Donc, des fois, quand vous avez des repas trop copieux, et bien, en fait, il fait partie par partie. Voilà, et vous avez toujours l'impression d'être lourd et de ne pas avoir bien digéré, en fait. Donc, c'est ce que je vous disais, que la machine, elle est quand même très, très bien organisée et qu'il faut respecter tout ce temps-là, en fait. Il faut respecter sa composition. C'est ça. Et donc, ensuite, le chyme va dans le duodénum et donc dans l'intestin grêle. Voilà. Donc, la première partie de la digestion et de l'assimilation va passer par le duodénum. La bouillie, donc le chyme, comme disait Laure, passe alors par le duodénum qui est le premier segment haut de l'intestin grêle. Donc, vous avez l'intestin grêle et vous avez le gros intestin. Donc là, on ne le voit pas d'ailleurs. Non. Pourquoi j'ai mis le côlon? C'est pareil, le côlon, l'intestin. Oui, mais il y avait un truc que j'ai vu. Il y a le côlon transverse. Parce qu'en fait, tu as l'intestin grêle, le gros intestin, et après, il y a différents... Oui, mais mais de base, je croyais que j'en avais pris un justement où on voyait duodénum, jétunum, et il est haut. Voilà. Oh, ben, je me suis trompée. Mais là, si on reprend le dessin là, vous voyez que vous avez l'intestin grêle qui est là au milieu, et vous avez le gros intestin qui est là. C'est ça, mais du coup, je me suis trompée. Donc, dans le duodénum, va partir dans l'intestin grêle en priorité. C'est ça. Par le duodénum. Tac. Donc, vous avez dans cette partie, c'est la troisième étape et c'est la digestion intestinale.
Donc, l'intestin grêle permet à la fois de continuer à dégrader les aliments, mais aussi d'absorber les nutriments issus de la digestion qui a été fait en amont, en fait. Donc, dans le duodénum, le chyme a subi l'action de sécrétion pour faire digérer ces nutriments. Quand je vous parlais tout à l'heure des différents sucs, le suc pancréatique est le suc digestif le plus important. Il contient un très grand nombre d'enzymes telles que l'amylase, la lipase, la protéinase et la peptidase. Le suc intestinal assume la dégradation terminale des grosses molécules et contient également des enzymes telles que la peptidase ou sucrase et des phosphates. Et la bile joue un rôle particulier car elle contient des enzymes et elle favorise l'absorption des graisses. Voilà. Et c'est là, dans la vésicule biliaire, que vous retrouvez de la bile. Et c'est pour ça qu'après, quand on vous enlève la vésicule biliaire, des fois, vous avez plus souvent des diarrhées et vous supportez moins les choses grasses parce que justement, cette fonction-là n'est plus assumée par la vésicule biliaire, en fait. C'est ça, il manque une pièce au puzzle. C'est ça. Donc, elle est sécrétée par le foie, stockée dans la vésicule biliaire et contient des sels biliaires qui permettent l'émulsification des lipides et donc la dégradation chimique de tous ces nutriments. Et donc, pourquoi on peut enlever une vésicule biliaire et vous pouvez vivre sans vésicule, mais justement, il faudra faire attention à vos changements de modification de dégradation, d'alimentation. En fait. Parce que sinon, vous pourrez avoir quelques surprises. Mais on vit très bien sans vésicule. Mais il y en a quand même pas mal qui vivent sans vésicule. Oui. Et on voit sur les personnes qui sont... Maintenant, actuellement, un peu moins. Mais il y a eu une période, les années 2010, je crois que c'était ça que j'avais vu. Mais sur les personnes, tu te rappelles quand on a fait la conférence sur les personnes qui étaient opérées où j'ai posé la question? Oui. Et les personnes opérées de chirurgie bariatrique, au début, ils préconisaient d'enlever la vésicule biliaire parce qu'en fait, elle est surchargée en fait. Et bien souvent, on n'enlève pas systématiquement la vésicule biliaire, on opère et après les personnes rentrent parce qu'ils ont une crise de vésicule et donc on l'enlève. Mais ils disaient que maintenant, il l'enlevait moins systématiquement. Oui. Mais avant, il y avait des fois, sur une personne qui était opérée de chirurgie, ils enlevaient la vésicule en même temps, comme ça ils disaient qu'ils ne retournent pas. Donc après, nous avons la transformation des nutriments et justement dans l'intestin grêle. Donc là, ces substances, donc il y a l'absorption de l'eau et des nutriments hydrosolubles, qui se dissout dans l'eau. Donc comme les acides aminés, le glucose, le fructose, la vitamine C, la vitamine du groupe B. Et tout ça s'effectue dans les voies sanguines. S'évacue. Comment ça cue? S'évacue. Ah, s'évacue. Ça dit s'effectue. Oui, s'effectue. Oui. Après ça va dans les voies sanguines. Oui, mais ça se fait dans les voies sanguines et après ça circule dans les voies sanguines. C'est ça. Et les substances liposolubles, donc qui sont solubles dans les graisses, donc la vitamine A, D, E et K et les lipides, sont absorbés par voie lymphatique avant de rejoindre la circulation sanguine. Donc il y a une modification qui se fait en amont en fonction si c'est justement des vitamines liposolubles ou hydrosolubles. Et puis là, quand on revient aussi aux personnes qui sont opérées et quand c'est sur un bypass, donc le bypass, on va enlever cette partie où justement l'absorption de ces vitamines se font. Et c'est pour ça que vous avez une supplémentation parce que mécaniquement, l'absorption ne se fait plus en fait, puisqu'on vous a enlevé cette partie d'intestin. Donc, c'est pour ça que vous avez une supplémentation en toutes ces vitamines-là pour que vous les preniez en péros. Voilà. Et que vous n'ayez pas de carence. Voilà, c'est ça. Et comme on vous a déjà dit, c'est que ces vitamines, elles ne sont pas là pour rien. C'est ça. Parce que ça bloque quand même certains fonctionnements. Et donc, par contre, on était sur l'estomac qui malaxait. Et le côlon, lui, fait
des relâchements Mais ouais, c'est ça. continuels. Et pourquoi faire? Pour faire avancer. Si vous mettez quelque chose C'est et ça. que vous faites ça, Et ça va faire voilà, les choses vont avancer. Donc, les intestins se contractent et se relâchent continuellement. Ces mouvements ont pour fonction de mélanger et propulser les aliments, donc les nutriments, grâce à des petites vagues de contraction. Et ça, c'est ce péristaltisme qui produit le chyme vers l'anus. Toute activité et partie contrôlée du système nerveux ralentit ou active la digestion. Parce que après, vous allez voir que quand tout ça va être, quand tous les nutriments vont être mis, qu'est-ce qui va être évacué? Pardon, quand tous les nutriments. Ça va évacuer Eh ben, et ça va aller tout dans la circulation. Oui, mais Donc c'est pas un tout. liquide. Oui, il n'y a Non, pas pas tout. tout. Donc après, il va évacuer les sels. Les sels. Et quand on vous parle Oui. de sels moulés, Oui. ça veut dire que les sels vont être on va retirer l'eau. Et c'est dans oui, une voilà, c'est partie ça. que l'eau va être. Et c'est pour ça qu'après. Il y a une dissociation entre l'eau et ce qui reste en fait dans les sels. C'est ça. Donc après, la destruction complète des aliments, donc cette substance nutritive, comme vous le disiez, Lolotte, va partir dans la circulation sanguine afin d'augmenter le contact entre le liquide digestif et la paroi intestinale. Donc ce repli microscopique donne à l'intestin grêle une surface de 50 mètres carrés. Immédiatement dessous de cette muqueuse se trouvent les capillaires sanguins et lymphatiques. C'est pour ça que les liposolubles vont. À ce moment-là, ils vont dans la direction. Dans la bonne direction. Dans l'une ou dans l'autre. Parce que ces deux muqueuses sont au même endroit et en fait, ils savent en fonction quel trajet prendre. Donc, c'est à travers que ces membranes fragiles que se renouvellent tous les jours, tous les 2 jours, les aliments dégradés. Donc après, nous avons la fonction qui se passe au niveau du gros côlon, du gros intestin ou du côlon, et qui va se terminer au rectum et à l'anus. C'est ça. Voilà. Donc c'est ça le fonctionnement de l'évacuation. C'est ça. C'est l'évacuation. C'est un verbe, on va dire, un verbe, bien sûr. C'était un mot, on va dire, entre deux, je me suis dit. C'est ça. Et là, vous allez... C'est une évacuation quand même. Hein. Parce que si tu gardes ça, quand tu as la constipation et que tu gardes ça dedans, c'est fort désagréable. Donc, il vaut mieux évacuer. C'est comme tout. Si tu as un transfert qui se fait et que tu prends l'essentiel, quand tu fais ta cuisine, mettons, ben, il y a des trucs que tu ne vas pas garder. Donc là, dans l'organisme, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'après, sur le gros côlon, et bien là, il va y avoir l'eau qui va être... c'est à ce moment-là que l'eau se transforme. L'eau va être amenée dans l'organisme parce que l'organisme est quand même composé d'énormément d'eau. Et en fait, après, les sels se forment et se font et ça évacue normalement tout ce qui n'est plus nécessaire à l'organisme. Je ne me rappelle plus combien c'est la partie de l'eau dans le corps, mais c'est énorme. C'est 80%, je 80, je crois. Donc, on dit que durant son transit... 60. Et c'est représente 60% de la masse corporelle d'un adulte. Ah oui, de la masse corporelle. Quantité d'eau. Oh. Donc, durant son transit de 6 à 12 heures dans l'intestin grêle, le contenu intestinal a été profondément modifié et presque toutes les substances nutritives ont été absorbées. Donc, vous voyez que ça prend du temps, hein, de 6 à 12 heures. Alors, tu vois, c'est le contenant de l'eau dans le corps, c'est de 65%. 65%, ce qui correspond à 45 litres d'eau. Voilà. Pour une personne de 70 kg. Voilà, ça fait quand même énorme. 45 litres d'eau dans ton corps. C'est pour ça pour une personne de 70 kg. Oui, parce qu'ils disent qu'en moyenne, on part avec 80% d'eau chez le fœtus, 50% chez la personne âgée.
Et donc, entre les deux, la femme en retient 55 et l'homme 60. Oui, et c'est pour ça qu'on a besoin énormément d'eau et l'eau est apportée la boisson que vous Oui. ingurgitez. L'eau est amenée par les aliments que vous prenez et l'eau est renvoyée par justement tout ce dispositif est renvoyé quand à un moment donné, ça arrive à la fin de l'évacuation. Donc, je disais, il ne reste qu'un liquide visqueux constitué de résidus végétaux, en particulier des fibres, des résidus animaux non dégradés et de produits de la sécrétion digestive avec le mucus. Ces résidus non digérés vont être pris en charge par l'abondante population bactérienne dans notre côlon. Celui-ci abrite plus de micro-organismes que notre corps ne compte de cellules, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliards. Cette flore bactérienne est divisée en deux catégories, la flore de la fermentation et la flore de la putréfaction. Le rôle du côlon consiste à réabsorber l'eau afin de concentrer les matières fécales qui sont encore en état liquide avant la sortie, à la sortie de l'intestin grêle pour que justement au niveau du rectum et au niveau de l'évacuation, eh bien, les selles, elles ne soient pas trop dures, mais elles soient suffisamment. C'est pour ça qu'on parle de selles moulées. Mais c'est vrai. Et il faut qu'elles contiennent suffisamment d'eau à la sortie du côlon. C'est pourquoi les fibres, la pectine et la cellulose en provenance des fruits, des légumes, jouent un rôle fondamental en retenant l'eau. Elles se gonflent d'eau et facilitent la migration des selles. C'est ça. Et c'est pour ça qu'à l'ancien temps, nous regardions les selles du roi, n'est-ce pas? C'est ça, pour voir s'il était en bonne santé. Pour voir s'il était en bonne santé. Et en fait, la texture de la selle donnait cette information ou non? C'est ça. On est vraiment en train de parler de texture de sel. C'est génial. On fait vraiment tout ici. Mais c'est important de voir que... Et puis, en plus de ça, on va parler des comment on appelle, des complications qui sont liées à justement à une mauvaise digestion, mauvaise digestion ou un mauvais comportement alimentaire, parce que quelque part, la mastication, c'est des mauvaises habitudes alimentaires. Ce n'est pas un mauvais comportement alimentaire, mais c'est des mauvaises habitudes alimentaires. Ouais. Et donc, le mécanisme réflexe qui arrive pour sortir cette belle sculpture à votre droite. Elle est magnifique. Elle a des dents. Moi, elle ne me sourit jamais. Moi non plus. Pourtant, j'essaye. Mais... Donc, les complications liées à une mauvaise digestion. Alors oui, vous allez me dire, pourquoi une patate en forme de cœur alors qu'on parle d'un tube digestif? Eh bien, c'est pas grave, d'accord? Je l'ai trouvée très bien, celle-là. Eh bien, parce que... Ça peut rappeler le ventre. C'est ça. Et en plus de ça, vous voyez qu'elle est belle en forme de cœur, mais après, elle peut se ratatiner et elle peut être pas forcément très, très bien. Elle peut moisir. Hein. Voilà. Donc, super, parlons patates. Ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut manger lentement. Il y a des études qui ont été menées sur les personnes qui souffrent de maladies d'obésité, qui souffrent de maladies cardiaques et de diabète. Et les résultats de cette étude présente justement que le fait de manger vite vont augmenter ces problématiques de santé. Donc après, ça entraîne un syndrome métabolisme et ce syndrome se manifeste par un ensemble de signes. Et lorsqu'ils sont associés, sont témoins d'un excès de graisse toxique par l'organisme. Parmi les symptômes, on retrouve de l'obésité abdominale, un taux important de sucre dans le sang ou encore une tension artérielle élevée. Bien sûr qu'il y a une augmentation du poids, du taux de glycémie. L'étude a commencé en 2008 et ce syndrome métabolique ont prouvé que ces personnes mangeaient rapidement et celles qui mangeaient une vitesse normale avaient moins d'aggravation justement du poids ou du tour de taille ou de la glycémie. Donc, ils disent que manger rapidement présenterait un risque de 12% de développer un syndrome métabolisme. Pour les personnes mangeant à vitesse normale, ce risque est de 6,5% pour les mangeurs lents. Il descend à 2,3%. Ils ont également remarqué que la vitesse d'alimentation étant rapide, plus les participants avaient pris de poids,
plus leur tour de taille était large et le taux de glycémie élevé. Lorsque l'on mange vite, aussi, on va repousser la sensation de satiété et donc on va risquer de trop manger. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est important. Le fait de manger vite et de ne pas prendre le temps de prendre ses repas, le fait d'avoir des habitudes alimentaires qui vont favoriser des désagréments. Donc, vous pouvez avoir des sensations de ballonnement. Vous pouvez avoir des sensations de ballonnement qui vont entraîner beaucoup de gaz ou de mal-être au niveau plus du bas, du coup. Voilà. Des reflux. Voilà, vous avez des reflux. Vous pouvez avoir aussi des problématiques d'acidité au niveau de l'œsophage et créer des œsophagites parce que ce reflux, chaque fois qu'il monte et qu'il descend, eh bien, ça crée une inflammation chronique de l'œsophage. Donc, vraiment, il faut que vous soyez vigilant à tout ça et surtout prendre soin et être vigilant à toutes ces étapes-là. Et même sur l'évacuation, en fait, il y a des personnes qui ont des fois ou trop de constipation ou trop de diarrhée. Et des fois, on peut développer des fausses diarrhées. Donc, les personnes pensent que qu'ils sont malades, qu'ils ont la diarrhée. Mais et en non. fait, quand il va y avoir au-dessus du rectum, il y a l'ampoule rectale. Et quand il y a une auscultation qui est faite, eh bien, on voit que non, c'est une constipation qui entraîne des fausses diarrhées. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de douleurs dans le bas-ventre et qu'il y a une personne qui n'est pas très bien. Et moi, on m'a expliqué ça comme une bouteille de champagne. C'est-à-dire que la bouteille de champagne, elle est pleine, vous la secouez. Au plus vous la secouez, ben, quand elle va exploser, en fait, d'un coup, ça va partir, ça va... Et ben, c'est pareil pour la constipation. C'est ça. C'est que vous allez manger. C'est comme si on vous secouait. Et au bout d'un moment, ben, manger encore. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça sorte. Voilà. Donc, en clair, c'est ça. Et donc, du coup, ben, boum, bouchon de bouteille de champagne. Et là, scandale, tu as l'impression d'avoir la gastro, mais pas du tout. Et en plus de ça, ça peut aller même plus haut sur des occlusions intestinales. C'est-à-dire que si ça ne peut pas sortir par... ben il va y avoir une occlusion intestinale, c'est-à-dire que l'intestin va céder, en fait. Donc, après une digestion malmenée, et bien justement, il y a beaucoup de conséquences sur les ballonnements, même si c'est des désagréments qui semblent anodins, mais répétés. Je vous garantis, au quotidien, si vous avez plus ça, c'est quand même mieux. Après, vous pouvez avoir une fatigue aussi omniprésente, car votre corps doit travailler plus que nécessaire dans le processus de digestion. Et ça demande une énergie qui amène forcément un coup de fatigue rapidement après les repas. Ce sont des phases que le corps doit doublement combattre pour rester en activité tout au long de la journée. Et malheureusement, beaucoup de personnes essaient de compenser en accumulant les cafés. Ça, c'est une mauvaise idée parce que le café va également favoriser l'acidité. Oui, l'acidité. Et en plus de ça, si vous êtes sujet justement à ces fausses gastro, enfin, c'est ça. Voilà, ces fausses diarrhées, ben, le café, ça va. C'est un effet laxatif aussi. C'est ça. Et après, la prise de poids conséquente parce que justement, vous avez obligatoirement la sensation de faim en continu. Seule la satiété donne l'information au cerveau qu'il a mangé et que votre corps a eu ce qu'il faut. Donc, c'est ce qu'on vous disait précédemment. Cette sensation n'arrive qu'au bout de 20 minutes de mastication minimum. Par conséquent, pour compenser ce manque, il y a de grandes chances que vous ayez besoin de grignoter tout au long de la journée, ce qui peut entraîner dans la majorité des cas, une prise de poids. Et puis, en plus de ça, ça veut dire que vous allez solliciter votre tube digestif toute la journée à fonctionner aussi. C'est ça. Et quand on parlait de gain d'énergie ou de dépenses énergétiques, ben alors ça, c'est terrible pour votre corps parce que ça veut dire que votre corps n'est jamais au repos et qu'il est toujours sollicité à carburer, en fait, et à travailler. Et donc, forcément, votre fatigue ben, peut aussi provenir de là. Donc, après, les conseils qu'on peut vous donner, c'est justement attendre que manger le plus lentement possible. Faites attention, justement, à bien mastiquer. Et soyez vigilants de ce temps de digestion qui doit se faire et ne vous allongez pas de suite après avoir mangé
Vous pouvez aller faire une marche digestive. On appelle des marches digestives, mais Oui, c'est pas pour mettez-vous rien. en position droite pour que justement tout soit favorisé. Et si jamais vous avez quoi que ce soit ou des problèmes au niveau de tout cet appareil digestif, je vous garantis qu'il ne faut pas laisser courir ça parce qu'après, il peut y avoir des choses qui sont très, Bien très plus grave. importantes. Et puis en plus de ça, dans l'estomac, il peut y avoir une bactérie qui s'appelle L'hélicobactère pylori, où on ne peut pas le déceler et les personnes ont des signes et on ne sait pas pourquoi. Donc là, il y a une fibroscopie. La fibroscopie, c'est justement les gastro-entérologues qui le font, qui vont voir avec une caméra dans votre estomac. Ils vont vous refaire un prélèvement, une biopsie pour voir si vous n'avez pas ou des bactéries dans l'estomac ou si vous n'avez pas un ulcère ou si vous n'avez pas cet hélicobactère pylori. Et là, quand il y a un hélicobacter pylori, il y a un traitement qui agit efficacement et vous retrouvez un confort au niveau du quotidien. Donc vraiment, s'il y a quoi que ce soit, consultez les gastro-entérologues, votre médecin généraliste et les spécialistes de tout ce qui est la digestion. et manger des fibres, mais pas trop non plus. C'est ça. Et du coup, on avait un petit jeu quand même. Bon, on va se le faire entre nous, c'est pas un souci. Mais ils peuvent y répondre aussi. Hein. Ah, mais vous pouvez y répondre. Vous pouvez y répondre. Donc, on a vu que là, c'était... La bouche. Non, c'est les dents, ça. je pense que c'est les dents, non? Non, je pense que c'est les dents. Attends. Si, c'est les dents. C'est les dents, là. Ouais. La deuxième flèche, ça, c'est la bouche. Et la troisième, ici, c'est les glandes. C'est les glandes salivaires. C'est ça. Donc là, c'est dans ton dessin. Mais ça, déjà, on dirait une oreille. Non, mais dans ton dessin, c'est ce que tu c'est les autres glandes, le suc. Le suc. Ça, c'est ceux qui envoient la salive. Et ça, c'est tous ceux qui envoient les... que tu disais dans ton... Oui. Dans ton schéma. Après, là, vous le voyez. Ils appellent ça glande salivaire aussi. Oui, mais c'est les deux sortes voilà, de glandes salivaires. Là, vous avez la trachée qui commence, donc avec l'œsophage qui va commencer. Et là, vous voyez bien qu'il y a les deux. Le trajet respiratoire. Voilà, le trajet respiratoire. Donc là, on est dans l'œsophage. Le 6, celui-là, c'est l'œsophage. Ouais. Après, nous avons là l'estomac. Là. Non, pas du tout. C'est le foie. Voilà. Et là, c'est l'estomac. C'est ça. Et ça, c'est le pancréas. Et ça? La vésicule. Ça. Ça, c'est le petit intestin. Oui, le duodénum ou l'intestin grêle. Le duodénum, il est juste à la courbure. Il est en haut, ouais. Ouais, là, dans la courbure. Ça, c'est le côlon, le rectum. Et après l'anus. Et l'anus. Et ça, c'est le petit appendice. Eh oui. Et bien voilà. Donc, vous voyez, regardez. Ça, c'est une pomme. Oui, c'est ça. Et la pomme, il va y croquer dedans. Donc, imaginez-vous comment la pomme va se transformer et arriver en bas dans une selle bien mouillée. C'est ça. Donc, écoutez, on espère qu'on a fait un topo un peu rapide mais complet. Parce que le but, c'était de vous faire prendre conscience de ces mécanismes et que vous compreniez que ce n'était pas les médecins qui vous disaient il faut mastiquer, mâcher, parce que c'est comme ça, c'est important. Et quand on comprendre pourquoi. Voilà, et si vous comprenez pourquoi, ben vous le ferez peut-être plus. Et vous, quand on comprend, moi je pense qu'on le fait mieux aussi et qu'on sait pourquoi. C'est ça. Et puis en plus de ça, ça vous enlèvera peut-être des inconforts que vous avez tout au long de la journée. C'est ça. Et la prochaine fois, on fait le rhume. J'en peux plus. Il faut que ça cesse. À un moment donné, il faut que ça cesse. Eh bien, écoutez, en tout cas, on vous fait des gros bisous. On se retrouve très vite. Et on vous envoie, bien évidemment, la petite musique de fin. Hop. Et on vous fait des bisous. Des gros bisous. À tout le monde. À bientôt. Prenez soin de vous.